Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 274 et le micro de Bulle de Bonheur continue à voyager et nous accueillons aujourd'hui Xavier Mathieu. Bonjour Xavier. Bonjour. On a la chance aujourd'hui de faire cette interview en présentiel, donc ça c'est vraiment très très chouette. Parfois, nos réactions sont disproportionnées. Nous avons peur de l'abandon et notre besoin de contrôle ou nos silences pesants sont le reflet de blessures anciennes qui cherchent encore à se faire entendre. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Avec toi Xavier, nous allons plonger au cœur de ces blessures du passé qui, parfois à notre insu, influencent nos façons d'aimer, de nous attacher, de nous défendre ou de nous éloigner. Alors toutes ces blessures d'enfance, de trahison, d'humiliation, elles laissent des traces invisibles qui sont bien vivantes. Et bonne nouvelle, c'est pas forcément une fatalité. Alors, comment les reconnaître? Comment les apprivoiser? Comment les accueillir? Et surtout, comment ne pas les laisser porter à l'autre? Alors, on va en parler ensemble, Xavier, et avec douceur. Et tu vas nous proposer des pistes concrètes pour nous aider à nous libérer et à aimer plus librement. Alors, Xavier Mathieu, tu es psychologue et psychothérapeute, tu es systémicien et spécialiste du trauma, intéressé par la relation et les processus de changement. Tu es l'auteur du livre « Un psy à vos côtés » que je vous recommande vivement, j'ai aimé, lu d'une traite ce livre tellement je l'ai trouvé génial, qui est édité chez First et qui défend une approche basée sur la douceur pour soi plutôt que sur l'idée de se corriger parce que c'est comme ça, d'après lui, qu'on change véritablement. Alors merci Xavier pour cette approche si inspirante. Merci à toi de me recevoir. En tous les cas, c'est parti, on y va. Allez, je change de regard. Première question Xavier, comment tu pourrais nous dire ce que signifie pour toi une blessure émotionnelle? Oui. Je pense que ce que je peux faire pour situer ce qu'est une blessure, c'est d'abord redonner le contexte, c'est-à-dire que c'est comme si nos enfants c'était des sortes de cumuls d'expériences. En fait, on y vit toute une série d'expériences qui vont conditionner, évidemment, notre regard sur le monde, sur nous-mêmes et sur ce qui nous arrive. Ça crée des anticipations, des attentes, et selon la qualité des expériences qu'on a vécues, ou des peurs, ou de la confiance, ou des crispations, ou des élans. En fait. Et donc, les endroits qu'on pourrait appeler des blessures, parce qu'on a aussi des expériences très positives, évidemment, c'est les endroits, la plupart du temps, où on s'est senti insuffisant, pas aimable, pas adéquat, notamment dans les attentes parentales, ou des gens qui nous ont élevés. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ce qu'on croyait qu'il fallait faire, on n'a pas pu le faire. Et comme on n'a pas pu le faire, on en a tiré la conclusion qu'on était insuffisant. Donc, c'est principalement ça qui crée les blessures, c'est-à-dire c'est des endroits où ça a fait tellement mal de pas recevoir d'amour, ou d'en recevoir moins, qu'on s'est crispé un peu. Et que du coup, maintenant, c'est comme réellement une blessure, c'est-à-dire que c'est un endroit qu'on essaie d'éviter parce qu'on sait que ça va faire mal. Une autre manière de le dire, ça pourrait être de parler de trauma. Les traumas sont des blessures, c'est-à-dire c'est des moments où on a vécu quelque chose qui a dépassé nos ressources et qui du coup a créé une sorte d'alarme. Et cette alarme s'est pas éteinte, et comme elle s'est pas éteinte, de la même manière, comme des endroits à vif, et dès qu'il y a quelque chose dans les contextes qu'on vit qui peut rappeler ça, on se crispe, on s'éloigne, on se défend, etc. Ou sinon, on pourrait aussi le dire, parce que tout ça, c'est plusieurs manières de dire la même chose, dans le vocabulaire de l'attachement, des premières relations qu'on a vécues. C'est-à-dire que un bébé ne peut pas ne pas s'attacher, il est obligé de faire ça pour survivre, et il vit des premières relations avec des premières expériences. C'est-à-dire qu'un bébé qui peut pas être autonome, qui vit des menaces, des émotions difficiles, des douleurs, des fatigues, etc., pleure. Et selon comment les adultes qui sont là vont se comporter, il va emmagasiner des expériences. Si je pleure et que les adultes qui sont là viennent et puis ils savent pas comment faire, ils sont eux-mêmes entravés, ils sont eux-mêmes vulnérables, probablement eux-mêmes n'ont pas été sécurisés enfants et qui sont violents avec moi ou qui m'agressent ou qui essaient de me faire taire violemment, ce que je vais en conclure, c'est que peut-être je suis pas assez aimable pour qu'on s'occupe de moi, peut-être que les autres sont pas fiables, et puis le monde n'est pas un endroit si chouette que ça, où mon anticipation va pas être agréable pour la suite. Et donc ça va créer de la peur, ça crée un endroit blessé, qui va faire que quand je vais re-rentrer dans le monde, auprès des autres et des expériences que j'ai à vivre, je vais avoir cette crispation. Alors que si, quand j'étais enfant ou bébé, quand j'avais une difficulté, les gens étaient là pour me relever, pour essayer de m'apporter un peu de sécurité, j'en ai grosso modo conclu que j'étais peut-être assez aimable pour qu'on s'occupe de moi. Donc ça donne de la confiance. Que peut-être les autres étaient fiables, en tout cas qu'ils n'étaient pas dangereux, et que le monde était un endroit où c'était pas grave de se casser la figure, puisqu'on me relèverait. Et donc ça crée plutôt de l'élan, en fait, plutôt de la confiance. Donc les blessures, à mon avis, viennent de là. Elles viennent pour beaucoup des premières expériences vécues et de comment elles nous conditionnent, en termes d'attente et de crispation
là où on a eu mal, et puis des quelques événements marquants qu'on a pu vivre qui ont créé ces fameuses alarmes qui restent allumées en fait. Qui restent allumées en fonction de si jamais on est de nouveau en contact avec une situation qui va ressembler à celle-là, on se réallume. C'est ça. Et c'est comme un espèce de gyrophare qui se met en route. Attention danger, et qui fait que en fait on va avoir des attitudes qui vont faire qu'on va s'éloigner de ce danger-là, ou alors on va être agressif, ou alors on va fuir ou se mettre la tête dans le sable. Et cette alarme, elle est extrêmement utile. Heureusement qu'elle existe, parce que j'ai bien intérêt à avoir compris que tel contexte était dangereux, que tel type de personne c'est peut-être pas sécure, que le feu brûle, etc. Mais quand l'alarme se grippe, à ce moment-là, comme elle ne s'éteint jamais, comme tu disais, tout ce qui a trait au contexte de là où c'est arrivé, va rallumer l'ensemble. En fait, ce qui s'est câblé ensemble se rallume ensemble. Et du coup, effectivement, dès qu'il y a un élément de contexte qui peut être une odeur, une sensation, une ambiance, etc., pouf, l'alarme est là, et là, je suis coincé. Et là, on se coince. Mais alors, du coup, moi, me vient la question, est-ce qu'on porte tous des blessures, d'après toi, même quand on a l'impression d'avoir eu une enfance normale ? Oui, je crois que personne n'a été aimé totalement, parce que les adultes qui nous ont élevés, ils avaient bien eux-mêmes des fragilités, des zones d'ombre, de fatigue, de vulnérabilité, etc. Donc on n'a pas pu toujours cocher les cases de leurs attentes. Et comme notre besoin le plus fort, c'est d'être aimé, validé, choisi, etc. Et notre peur la plus forte, c'est d'être rejeté, humilié. On a des zones comme ça où se sont allumées pour nous. Là, je suis peut-être inadéquat. Et donc, des stratégies pour obtenir de l'amour, qui sont en général celles qu'on a encore aujourd'hui. Et puis, quand elles marchent pas, où on panique, où on s'énerve, etc. Et puis, des réactions au manque d'amour, au sentiment de manque d'amour, qui sont de l'inhibition, de l'agressivité, du retrait, de la victimisation, etc. La bouderie, etc. Ouais. Donc je pense que même si on a eu des parents très chouettes, ils n'ont pas pu nous donner quelque chose qu'ils n'avaient pas eux-mêmes. Donc on a dû faire avec le réel, d'être décevant, de défusionner, etc. Du coup, j'en reviens avec cette phrase de Winnicott que j'aime beaucoup, qui dit essayer d'être une mère suffisamment bonne, ou un père, ou un parent suffisamment bon. C'est-à-dire rester soutenant, écoutant, cohérent. Je dirais que ces trois mots-là sont assez clés pour justement favoriser un maximum de sécurité, de stabilité chez l'enfant pour sa vie d'adulte ensuite. Alors du coup, comme tu disais, on a des événements dans la vie, des actions, des mots qui viennent réallumer un petit peu le système. Comme nous sommes des êtres de relation, donc si je continue le raisonnement, quand on est en relation avec quelqu'un, inévitablement, l'autre, celui qui est en face de moi, va rallumer ses blessures d'une manière ou d'une autre. Alors, première question. Et la deuxième question, est-ce que moi, je projette mes blessures sur l'autre ? Oui, c'est un peu la même question, en tout cas moi telle que je la comprends. Je crois oui, inévitablement, et d'autant plus qu'il y a de l'affect. C'est-à-dire que les endroits où la question de est-ce que je suis aimable ou pas, choisi ou pas, etc. se réinvite, sont plus fragiles et donc rallument plus facilement les blessures et plus facilement on va projeter sur l'autre nos propres blessures. Parfois, en dehors du couple, on peut, dans le travail ou ailleurs, on peut être moins touché par ça, mais le couple notamment ramène ça très très fortement parce que c'est exactement la même question qui se pose. Et donc on voit bien que dès qu'il y a cette question de est-ce que je suis aimable ou pas, on va interpréter les situations en fonction des anticipations dont on a parlé avant. C'est-à-dire, il y a un risque pour moi d'être abandonné, comme je me suis senti abandonné enfant. Ou il y a un risque pour moi qu'on m'entende pas, comme je me suis pas senti entendu enfant. Et donc je vais interpréter les premiers signes de ça tout de suite pour justement éviter de ressouffrir, parce que je sais très bien à quel point ça a fait mal. Et donc je vais, en interprétant, majorer ma réaction. Je vais même créer la situation que je crains parce que mon comportement va amener l'autre exactement là où je craignais. Et donc c'est effectivement, quand tu dis projection, on voit bien que c'est comme si on parlait pas que à notre conjoint par exemple ou pas que à notre patron en même temps. C'est comme s'il y avait les figures parentales qui étaient là. Ça se joue d'ailleurs dans la thérapie très vite. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens arrivent et racontent quelque chose qu'ils vivent dans les relations et il suffit la plupart du temps de dire mais ce sentiment-là vous l'avez déjà connu avant, ça vous rappelle quelque chose, et le pont avec l'enfance se fait très fortement. Très vite. Ouais, clairement. Oui, la relation réallume les blessures, les réinvite, mais elle est aussi l'endroit où on peut la soigner. C'est-à-dire que la relation, et notamment le couple, c'est le problème et la solution, justement parce que ça se réinvite. Et comme ça se réinvite, à chaque fois, c'est une occasion d'en faire autre chose, pour peu qu'on l'accepte et qu'on l'accueille avec douceur. C'est-à-dire que l'autre va m'amener à l'endroit de ma blessure,
D'ailleurs, c'est même plus précis que ça, c'est-à-dire que ma réaction à ma blessure va taper juste pile poil dans la blessure de l'autre. C'est spectaculaire. Enfin, moi, je trouve que c'est une horlogerie complètement incroyable. Mais donc, du coup, soit ma blessure se réinvite et je revis la même chose. Je suis victime de l'autre, c'est l'autre le problème, et la vie me montre que les expériences me réarrivent tout le temps, les mêmes, etc., et que le monde a que ça à m'offrir. Soit je peux accueillir ma propre blessure, ma réaction à cet endroit-là, la laisser vivre en moi, peut-être essayer de m'en consoler, jusqu'à ce qu'elle redescende un peu, et à ce moment-là, je peux aller vers l'autre en disant, mais tout à l'heure, c'est ma blessure qui m'a fait réagir, et plutôt que de penser que j'ai raison et que c'est toi qui es le problème, je me dis, moi ça c'est mon histoire à moi, j'ai vu ça de ma fenêtre, et toi t'as vu ça de la tienne, et peut-être que, plutôt que se faire la guerre pied à pied à qui a raison, qui détient l'objectivité, on peut dire, on a un problème commun, qui est toujours le même, c'est-à-dire c'est nos mêmes blessures qui vont se réinviter. Est-ce que je peux regarder la tienne avec un peu de compassion et de douceur et l'accueillir ? Et je sais le bien que ça va te faire. Est-ce que tu peux regarder la mienne aussi comme quelque chose que je décide pas et qui est issu de mon enfance et de là où j'ai eu mal ? Et à ce moment-là, ça devient un problème commun. Et quand ça devient un problème commun, les conflits deviennent des occasions à la fois de régler la relation maintenant et de soigner les enfances. Donc oui, la relation ramène la blessure, mais elle amène aussi la solution. La solution, ouais. Derrière. Et il est clair que dans un couple, l'autre peut être ce que j'appellerais le tuteur de résilience aussi. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et puis c'est une bonne réponse aussi à tous ceux qui se disent ou qui vivent des problématiques dans leur couple et qui disent « je ne suis pas capable d'accueillir la blessure de l'autre ». Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Et en fait, quelque part, regardons les choses autrement. C'est ma blessure qui est réactivée, ça réactive la tienne. Oui. Et ensemble, de ce que tu dis, ensemble, trouvons la solution et faisons-en notre problématique commune. Si on a un lien suffisamment solide, à ce moment-là, on peut traverser nos blessures régulièrement jusqu'à ce qu'au départ, ça peut faire des réactions assez violentes ou on peut être coincé dedans longtemps. Mais on peut aussi être d'accord pour dire le train est parti, j'ai réagi comme un con parce que j'étais vulnérabilisé. Et puis au moment où je me rends compte, je me dis tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je peux faire cette différence entre ce système d'alerte naturel et le fait que c'est une blessure qui se réactive ? C'est-à-dire quand est-ce que dans la relation, ce qui me fait souffrir est une réactivation de ma blessure qu'il faut que je traite avec l'autre tout seul, etc. D'abord tout seul et puis ensuite avec l'autre, ou un mélange des deux. Ou quand est-ce qu'il faut que je me dise mais mince là, je suis pas au bon endroit, il y a un danger pour moi. Alors oui, la blessure va se réinviter de toute façon. Mais pour moi, il y a quand même des choses importantes qu'on peut choisir comme critères. Le premier, c'est s'il y a de la violence ou s'il y a de l'humiliation. Là, il n'est pas question c'est-à-dire que de penser que c'est ma blessure qui se réinvite et qui crée ça, en fait, je suis en train de me re-victimiser, c'est-à-dire pas au sens de je me victimise en me plaignant, c'est-à-dire que je suis en train de me remettre dans la même situation. C'est de ma faute, c'est moi le problème, etc. Donc c'est plutôt un signe qu'il faut partir. Donc violence, humiliation. Et puis après, il y a quand même... est-ce qu'on est d'accord tous les deux pour dire qu'on est partie prenante dans ce qui se passe ? C'est-à-dire si c'est toujours moi le problème, si l'autre ne met pas en cause sa part de là où lui il est blessé, là où lui non plus il n'est pas objectif, là où lui aussi il a des réactions disproportionnées qui sont bien dues à quelque chose qu'il a importé dans la relation, à ce moment-là on pourrait se dire que justement traiter ma blessure, c'est dire stop et partir. C'est-à-dire que si moi ma blessure c'est j'ai été humilié, qu'on a pris le pouvoir sur moi, que j'ai vécu des choses difficiles, à ce moment-là quand je dis c'est ça qui se passe là et que je décide que ça s'arrête, c'est un moment inaugural dans la relation que j'ai avec moi. C'est un message que je m'envoie qui dit « je vaux quelque chose ». Et là, c'est thérapeutique. Donc pour moi, les critères qu'on pourrait donner, ça serait violence, humiliation, qui ne sont pas acceptables, évidemment. Et est-ce qu'on est d'accord pour faire un socle commun de nos blessures vont se réinviter, c'est un problème commun, et on va faire ce voyage-là ensemble, plutôt que moi j'ai un problème et toi tu en as pas. Ça, c'est toujours un peu louche, quoi. Oui, d'accord, ok. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est deux dans une relation et quoi qu'il arrive, responsable chacun de 50% de la relation. Ouais. Ça, je trouve que c'est quand même important. Ouais. Voilà, moi, je peux avoir ma part, mais l'autre, il a sa part aussi. Et donc ça, c'est bien un critère. Si je me retrouve toujours dans la situation où c'est moi le problème, je suis en train de me retrouver à cet endroit que je connais du schéma enfantin. Et là, partir, c'est vraiment inaugural. Ok, excellent. Comment est-ce qu'on peut, puisqu'on parle de blessure, dit blessure, dit cicatrice, qu'est-ce qui aide ? Une thérapie, le temps, des relations bienveillantes, prendre soin de soi ?
Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais tout ça. Je dirais que il y a toute la partie là, bienveillance et douceur pour soi, que tu nommes dans une partie de ce que tu dis. Et puis il y a la partie relationnelle. Une thérapie, c'est une relation. Et des relations bienveillantes, ce sont aussi des relations. C'est-à-dire que les difficultés naissent dans les relations. C'est bien de là qu'elles viennent. Et donc elles se soignent dans la relation. Et donc une thérapie, comme une relation de couple où on est d'accord pour dire qu'on va faire un chemin ensemble commun, ce sont des expériences correctrices. En fait, on pourrait dire qu'une thérapie, c'est une expérience correctrice d'attachement. Donc il y a ce qu'ils vivent maintenant, qui est la même chose que ce qu'ils ont vécu avant, mais qui est souvent la même chose, tu le sais bien en tant que thérapeute, que ce qui se vit entre nous et le patient. Donc c'est 3 endroits où on peut attraper le truc et en faire autre chose, quelque chose de correctif. On disait tout à l'heure en discutant en off que on pouvait permettre aux gens, là où ils avaient été blessés, de dire ça va peut-être se rejouer avec moi. Et est-ce qu'on pourrait le regarder ensemble? Est-ce que vous pourriez me faire signe si je vous réamène à un endroit, parce que ça sera pas intentionnel, et du coup, on en ferait une expérience correctrice. Donc, vraiment, pour moi, là où ça se répare le plus, c'est en relation, mais évidemment aussi dans la relation d'abord avec soi. Parce qu'on a des tendances à se juger extrêmement violentes. Et si déjà, au moins, je peux prendre un peu la douceur de dire, oui, en fait, là où je suis blessé, là où j'ai une réaction, c'est ma vulnérabilité. Ce dont j'ai besoin, c'est plus de consolation que de jugement, de correctifs violents, etc. quoi. Ah, la vulnérabilité. Mes auditeurs le savent par cœur, c'est mon mot-clé. Mon dada, bien sûr, s'accepter vulnérable. Hyper intéressant de travailler autour de cette vulnérabilité, cette compassion vis-à-vis de soi-même. Oui. S'accueillir avec des richesses. Toi comme moi, tu le vois bien, quand les gens arrivent en général, en tous les cas, moi je trouve que très souvent, ils ont une vision d'eux-mêmes qui est tellement pas positive. Oui. Et comme je leur dis, mais si vous parliez à votre meilleur ami comme vous parlez à vous-même, est-ce que vous auriez beaucoup d'amis? Je crois pas trop, non? Ouais, ça marche bien de transposer parfois, en transposant juste en disant, mais si justement l'un de vos amis ou quelqu'un que vous connaissez viendrait vous raconter ce que vous vivez là, comment vous y réagiriez? Et c'est toujours beaucoup, beaucoup plus tolérant et beaucoup plus doux que de nous à nous, quoi. Exactement. Donc vraiment, c'est s'accueillir aussi avec douceur, s'accueillir imparfait, s'accueillir avec ses blessures. Oui. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, dont je rappelle le titre, Un psy à vos côtés, qui est édité chez First. Est-ce que tu crois qu'on peut transformer une blessure en force? La douceur, c'est pas juste une idée parce que c'est joli et que c'est dans l'air du temps et qu'on devrait tous être des belles personnes bienveillantes, c'est que c'est bien plus efficace. Quand on essaie de corriger quelque chose de psychologique sans l'avoir accepté, ça marche très très mal. C'est extrêmement flagrant pour les émotions. Moi, je passe mon temps à dire à mes patients, les émotions sont les bienvenues, bien sûr vous allez les traverser, c'est pas un problème d'être touché, etc. Mais je vois bien quand il s'agit des miennes, j'ai pas forcément ce premier élan, c'est-à-dire que je les juge, mes émotions. Si je suis triste, je trouve ça plutôt immature, enfantin. Si je suis en colère, c'est pire, c'est que j'ai perdu mes moyens, puis je suis psy, alors t'imagines le bazar. Mais les fois où j'arrive à me dire, oui, en fait, Xavier, là, t'as été touché, c'est une réaction, et que je peux prendre ça avec un peu de gentillesse pour moi, je la traverse. Assez facilement, finalement. Alors que quand je me dis, mais enfin, c'est ridicule, tu devrais pas être touché, en fait, ça donne que mon émotion non accueillie, c'est comme si elle devait être revendiquée. C'est-à-dire que je vais trouver des arguments en face. Je devrais pas être en colère, mais quand même, tu te rends compte, il a dit ci, elle a fait ça, et ça prend de la place, ça prend de la place, ça prend de la place. Alors que quand je peux la laisser être, la laisser me traverser physiquement, me prendre avec ça, avec de la chaleur, une forme de tendresse, comme si je pouvais un peu me consoler, presque me prendre dans mes propres bras, à ce moment-là, elle se dissout dedans. Mais on a l'idée que si on se laissait aller à accueillir nos réactions et nos émotions, c'est un truc qu'on a très fortement intériorisé, alors d'abord on va se noyer dans nos émotions et puis nos réactions dysfonctionnelles dans les relations, elles vont prendre de plus en plus de place. Et c'est complètement faux et il suffit on peut en faire l'expérience très simplement. Si là, et toi et moi et les gens qui nous écoutent, ils se disent tiens, je prends une réaction que j'ai eue il y a pas longtemps, que j'aurais pas voulu avoir, sur quelque chose où j'ai été touché. Et puis je me dis j'aurais pas dû, c'est quand même pas normal, je suis pas mature, etc. On voit ce que ça crée intérieurement. Et moi je le sens, même là si j'ai pas un exemple en tête, je le sens corporellement ce que ça fait. Si je me dis au contraire, oui, c'est une réaction à ma vulnérabilité qui est naturelle, normale, légitime, etc. Je sens comme le truc, mon corps se détend. Donc en fait, même dans l'idée de se comporter mieux, si c'était ça qu'on voulait, et ça pourrait se discuter, c'est bien plus efficace d'accueillir avec douceur qui on est que de lutter contre. C'est tellement exact. Et ça veut pas dire être insensible. Non. Loin de là, mais le fait de traverser comme ça ou de prendre cette habitude de traverser ses émotions,
Tu vois ce que je dis beaucoup, hein, une émotion, elle arrive avec un stimuli interne ou externe, elle grimpe, et après ça, si je l'entretiens avec des pensées, dans mon corps, ça va continuer à... Elle se crispe, elle se fige. Exactement, à faire mal, et puis je vais entretenir ça, et le moulin, là, à penser se met en route, alors que si je suis là tout simplement à dire, ok, là t'es triste, hein. Oui, c'est normal d'être triste, tu viens de perdre quelqu'un qui est cher, ou normal d'être triste d'une réaction que tu trouves, ou d'être en colère d'une réaction que tu trouves injuste, et là tout de suite, pouf, ça redescend. Et ça ne veut pas dire qu'on met de côté ce qui s'est passé, parce que ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on a l'impression que de trop accueillir l'émotion, c'est comme si on banalisait l'événement qui s'est passé, et comme si on le normalisait chez l'autre. C'est ça. C'est simplement accueillir ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il y a cette idée qu'il faudrait être grand et normal. Et grand et normal, on a tous compris que c'était gérer ses émotions. Et c'est une catastrophe. Et puis on peut rien changer. En plus, il y a une sorte de malentendu sur l'acceptation, il me semble. On ne peut rien changer qu'on ait d'abord accepté. C'est-à-dire, c'est absurde. On peut se rouler par terre pour dire que ça aurait pas dû avoir lieu, mais si on part du réel, on peut faire quelque chose. Alors que si on passe notre temps à dire que ça aurait pas dû avoir lieu, on n'a pas d'accès à quoi que ce soit. L'acceptation veut pas dire tout est ok, on va pas s'indigner, etc. Mais en partant du réel, là, on peut réellement agir. Absolument, absolument. Puis accepter, ça veut pas dire approuver. Exactement. C'est important. Et hop, je me lance. Si on devait poser un premier pas pour apprivoiser ses blessures, ça serait lequel selon toi ? Je crois que ça serait dans ce qui émerge en moi, comment je peux justement le laisser advenir, le regarder, l'observer avec le plus de douceur et de tendresse pour moi-même, quoi qu'il émerge. J'ai un truc un peu pour ça, parce que sinon on dit c'est bien beau, il faut accepter mes émotions, mais c'est pas une décision que je vais prendre. Et moi je me dis, on peut toujours penser que d'abord, notre réaction, notre émotion, c'est pas une décision qu'on a prise. Aucun de nous ne se lève en disant aujourd'hui, je vais voir comment je pourrais faire pour être renfermé sur moi-même, agressif, triste toute la journée, etc. Non, c'est pas une décision, c'est pas quelque chose qu'on a consciemment choisi. Si on avait pu faire autrement, bien entendu, on aurait fait autrement. Donc, c'est pas une décision qu'on prend. Ensuite, ça nous fait souffrir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez désagréable. Et en plus, c'est légitime. C'est-à-dire que, à nouveau, personne, ou pour le dire autrement, quiconque aurait vécu la même chaîne d'événements aurait la même réaction. Donc c'est légitime, c'est pas une décision, et ça me fait souffrir. Peut-être qu'en regardant ça un peu comme ça, je peux me dire, bon, est-ce que je peux prendre ça avec un peu de tendresse pour moi et voir comment je pourrais l'accueillir avec de quoi j'ai besoin? Est-ce que je peux laisser vivre ça à l'intérieur de mon corps, etc. Moi, ça m'aide en tout cas à pas me braquer tout de suite. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Et quel message tu aimerais laisser à ceux qui sentent que leurs blessures influencent leur relation ? J'ai envie de leur dire que c'est normal, que c'est le cas de tout le monde, que s'il y a des gens qui leur disent qu'eux sont particulièrement matures et que c'est pas le cas, je crois que ça même, c'est une manière de se mettre au-dessus en étant différent, et c'est une réaction à la blessure, et que, bien évidemment, on est immature. Et d'ailleurs, je crois pas que la maturité soit l'idée de je gère tout. Elle est plutôt l'idée de j'accepte que je suis immature. Quand je peux me prendre tel que je suis, je gagne énormément en liberté. L'idée qu'il faudrait gérer fonctionne pas du tout non plus. Si je dois tout le temps tout contrôler et gérer, mes réactions et mes émotions, la dose de contrôle que ça demande me met en insécurité en permanence. Il faudrait surtout pas qu'il y ait un truc qui émerge, qui me déstabilise un peu, parce que du coup, on va voir que je suis pas grand et normal et mature. Alors que si je suis OK pour me laisser traverser, je suis en sécurité tout le temps. Donc il me semble que vraiment, aux gens qui disent « mais moi, je suis encore emmené par mes réactions », il faut dire « bah oui, et alors quoi ? Est-ce qu'on pourrait se prendre avec ça ? Si je peux me prendre avec tout, je suis complètement libre. » Deuxième partie de notre interview, j'aimerais te demander quels sont tes 3 synonymes de bonheur ? Alors j'ai vu cette question-là parce que tu m'avais dit que c'était la question que tu posais à tout le monde, et je vais être un peu chiant sur une histoire de vocabulaire. Moi, je cherche pas vraiment, enfin c'est l'idée que je me fais du bonheur, hein. C'est une histoire de définition, mais j'ai l'impression que le bonheur ça va être quand il y a ça dans le tableau, et que du coup c'est un truc fragile, fluctuant comme le sentiment amoureux, et j'aurais plutôt tendance à dire comment on pourrait trouver la paix, c'est-à-dire qui comprend les moments de bonheur et les moments de malheur, c'est-à-dire je suis ok, enfin j'essaie d'être ok, moi je suis pas ok du tout, hein, on est bien d'accord, c'est comme je dis on va essayer d'être d'accord pour être immature, on a le droit de pas y arriver aussi, hein, mais de toute façon toutes ces expériences relationnelles de correction, si on n'a pas le droit de pas y arriver, on peut pas bouger un orteil, hein. Du coup moi je me dis, j'essaie plutôt de tendre vers, ça serait ok que je sois heureux ou malheureux, et s'il y a un moment de bonheur, alors dans la définition que je m'en fais, je vais le prendre,
Mais à ce moment-là, c'est effectivement un truc un peu circonstanciel. Donc moi, je vois, quand des mots du bonheur, je vois un truc savoureux, éphémère. Un peu cette idée du miracle d'être vivant, tu sais. Ouais. Miraculeux, j'aurais dit, tu vois. Miraculeux. Ouais. Il y a aussi, de ce que tu dis, un synonyme de bonheur, c'est cette côté imperfection, Ouais. vulnérabilité. Ouais. Tous ces mots-là, douceur, Ouais, tout à fait. qui sont vraiment ton univers lexical. En 2 minutes, Oui. qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Il y a tout ce chemin-là de comment je pourrais, à travers les relations, gagner en liberté. C'est-à-dire repasser par le même endroit, l'accueillir avec beaucoup plus de marge que je me donne et revivre, redécider, pour élargir mes possibles. Mais il me semble que la base première, c'est la relation à soi. Alors c'est un énorme cliché, on entend ça partout, on dit il faudrait s'aimer soi. Et pareil, ça se décrète pas. Je peux pas décider du jour au lendemain que ça y est, j'ai une relation chaleureuse avec moi. Il me semble que par contre, on peut le rendre ça concret. C'est-à-dire c'est comme si, la relation avec moi, c'est comme si j'étais en charge de moi. C'est-à-dire c'est un compagnonnage tout le temps, toute la vie, en permanence. Et donc l'histoire, c'est comment je me traite concrètement. De quoi j'ai besoin, est-ce que je m'y autorise, comment je me parle, parce qu'on se parle à longueur de journée, et quelle est la teneur la couleur de ce langage, tu vois, est-ce qu'il est plutôt sympa ou plutôt jugeant, j'aurais besoin de ça, comment je le fais, j'ai envie de voir un tel, j'y vais, est-ce que je m'autorise à essayer des choses nouvelles et à me planter, c'est pas grave, etc., etc. C'est-à-dire la qualité de la relation concrètement que j'ai avec moi-même, je pense que c'est en tout cas c'est la clé que je cherche pour moi. Quand c'est de qualité, je suis tranquille. Dès que ça commence, la relation avec moi commence à être conflictuelle, la vie est moins chouette, quoi. Ouais, du coup, ça pourrait être un bon petit exercice à faire de se dire, bah tiens, sur une échelle entre 0 et 10, où est-ce que j'en suis dans ma relation à moi-même? Oui. Comment est-ce qu'elle se passe? À 0, franchement, on est hyper en conflit. À 10, waouh, on est in love. Où est-ce qu'on en est là, aujourd'hui, maintenant? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour faire? C'est ça. Je suis en charge de moi. Ouais. Je suis en charge de moi. J'ai un humain dont j'ai la charge. Et comme ça on va prendrait pas charge de bouger. son nourrisson ou C'est ça. de son enfant. Alors, pour terminer, Xavier, une petite citation qui est notre petite mousse, comme nous l'appelons, et qui vient de Henry Nouwen et que j'ai trouvée assez intéressante et qui nous dit « Nos blessures peuvent devenir des fenêtres par lesquelles la lumière entre ». Elle est très belle. Ouais, ça je trouve que c'est et ça résume bien. Merci beaucoup Xavier de ta présence. Alors je rappelle ton livre, Xavier Mathieu, le livre Un psy à vos côtés, édité chez First, que je vous encourage tous à aller lire parce que véritablement c'est un élan de douceur envers soi-même et qui fait du bien à toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres. Alors merci pour ton livre Xavier. Merci beaucoup pour ce chouette moment avec toi. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.